Bonjour Nicole Belloubet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. On va parler des djihadistes français qui sont envoyés par Ankara. On va parler bien sûr de la lutte contre les violences faites aux femmes. À ce sujet, est-ce que vous irez voir le film de Roman Polanski, J'accuse ? Alors le sujet m'intéresse beaucoup, surtout en tant que ministre de la Justice. Évidemment, tout ce qui touche à Dreyfus, à cette histoire-là, est important. Mais comme l'a dit mon collègue Riester, c'est parfois difficile de dissocier la qualité d'une œuvre et ce qu'a fait l'homme. Donc je suis hésitante. L'œuvre, si grande soit-elle, n'excuse pas les éventuelles faute de son auteur, c'est la phrase du ministre. C'est la phrase de Riester. Oui, je trouve cette phrase. Ça veut dire quoi? Vous hésitez. Je trouve cette phrase partagée. Oui, je suis partagée sur l'intérêt du thème, sur la qualité du travail qui est fait par Polanski. Je trouve en même temps que dans une situation comme celle-là, on a forcément un arrière-plan qui empêche de se plonger complètement dans l'œuvre. Cela étant posé... C'est pas une question de principe pour vous qui vous occupez beaucoup je viens de vous répondre. Questions. Je viens de vous répondre sur ce sujet. Cela étant posé justement parce qu'il y a des principes, parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a la souffrance des personnes et un état de droit, il n'y a pas de condamnation. Je suis attachée à cela, au fait qu'il ne peut pas y avoir que la pression des médias, que le rôle des paroles. Je crois que c'est un point important également. Que le tribunal de l'opinion. Oui, que le tribunal. Mais dans cette affaire Polanski, précisément. Dans cette affaire Polanski, vous avez une personne qui a eu le courage de dire ce qu'elle a vécu, qui a eu le courage de dire sa souffrance. C'est très important. Il est aussi, me semble-t-il, important que la justice puisse s'exprimer. En l'occurrence, ce ne sera pas possible puisque nous sommes au-delà du délai de prescription. Je crois que cet ensemble d'éléments est à prendre en compte. Mais, entendu, on essaye de comprendre votre position, mais arrêtons-nous sur ce délai de prescription. En effet, il y a prescription, donc il ne peut pas y avoir de poursuite judiciaire. Oui. Est-ce que vous êtes pour l'imprescriptibilité ? C'est un débat, Madame Martichoux. C'est un débat que nous avons eu au moment de l'adoption de la loi sur les violences sexuelles en août 2018. C'est un débat qui a été posé à ce moment-là. À ce moment-là, nous avons augmenté le délai de prescription en le faisant passer à 30 ans. Oui, c'est un point important. En le faisant passer à 30 ans. Nous avions clairement dit alors et expliqué que l'imprescriptibilité était inconstitutionnelle. Et c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas allés jusqu'à l'imprescriptibilité totale. 30 ans, ça veut dire, cela joue à partir de la majorité, puisque la question alors se posait pour les mineurs. Cela veut dire que jusqu'à 48 ans, une personne peut faire état des faits qu'elle a subis. Nous avons considéré qu'en agissant ainsi, nous étions dans la possibilité de prendre en compte la souffrance et la parole de ces personnes, mais en même temps en respectant les règles de droit. C'est un débat. La prescription, on le rappelle, Madame la Ministre, la prescription, elle avait été adoptée par le législateur à un moment où on se disait revenir sur des faits si anciens, ça peut troubler l'ordre public. Est-ce que ça n'est pas un raisonnement qui est aujourd'hui d'un autre âge ? C'est pas seulement ça, Madame Martichoux. Cela veut dire aussi que pour qu'il y ait une action judiciaire qui soit possible et qui soit effective, il faut que l'on puisse apporter un certain nombre d'éléments de preuve. Or, au-delà de 30 ans, de 35 ans, de 40 ans, il est compliqué d'apporter des éléments de preuve. Et c'est la raison qui nous a conduit, au fond, à ne pas alimenter de faux espoirs pour les personnes qui ont déjà vécu quelque chose d'aussi douloureux et d'aussi criminel. D'accord. Vous nous avez parlé du tribunal de l'opinion. C'est une chose qui vous soucie, parce qu'effectivement, ça n'est pas un tribunal qui vous semble être juste. Non, je n'ai pas dit juste, je dis que nous sommes dans un état de droit. Voilà. Et donc, dans un état de droit, il y a des règles. Ça n'est pas satisfaisant. Il me semble important de les protéger. Mais vous comprenez ceux qui appellent au boycott du film ? Je ne suis pas favorable au boycott du film. Je ne suis pas favorable, je vous le dis ici, je pense qu'il y a des règles dans un état de droit. Ces règles doivent être respectées. Sylvia avait 40 ans, Nicole Belloubet. Elle est morte dimanche, tuée par les coups de poignard que lui a asséné son mari violent. Elle avait déposé une main courante, ça s'est passé dans l'Est, en Alsace, une main courante, puis une plainte en octobre. Sa fille a vu mourir sa mère sous ses yeux. Personne n'a voulu nous écouter. Voilà, c'était son témoignage. Personne n'a voulu nous aider, à part des, entre guillemets, porter plainte, madame.
Au-delà évidemment du caractère insupportable que tout le monde peut ressentir face à ce qui était, semble-t-il, une mécanique absolument mortelle et presque inévitable, la responsable politique que vous êtes dit quoi ? La responsable politique que je suis dit une nouvelle fois que collectivement, nous ne sommes pas à la hauteur de ce type de situation. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons rien fait. Je ne suis pas en train de dire que les magistrats ont failli. Je dis simplement que collectivement, notre système ne fonctionne pas pour protéger ces femmes et que c'est un drame et que nous devons donc tout faire pour améliorer la situation. C'est ce à quoi nous sommes en train de continuer à travailler. Alors, on va être très concret. Cette femme qui est morte dimanche avait porté plainte. Elle avait porté plainte dans un commissariat en octobre. Oui, absolument. Bon, que faut-il ? Est-ce qu'il faut déjà être blessé soi-même ? Est-ce qu'il faut déjà avoir subi des violences pour qu'un juge soit saisi ? Mais Madame Artichoux, le juge avait été saisi. L'auteur, je ne suis pas en train vraiment d'essayer de minimiser la réalité. Je dis simplement les faits. Un juge avait été saisi, une convocation avait été faite pour l'auteur des violences. Il devait se présenter le 10 décembre. Donc, on voit qu'il y a eu une réaction. Cette réaction n'était pas à la hauteur de la violence que subissait cette femme. En termes de délai. De délai de réponse et en termes sans doute d'intensité de la réponse. Parce qu'il y a eu une réponse, elle ne correspondait pas à la réalité des faits. C'est cela qu'il faut arriver et à mesurer, et c'est la bonne décision qu'il faut arriver à prendre. La bonne décision, ce serait une mesure de protection en réalité. La bonne décision serait sans doute été là, ce qui n'a pas été fait, une mesure de protection. Une mesure de protection, c'est-à-dire nous avons des dispositifs juridiques, c'est l'ordonnance de protection. Une proposition de loi est en cours d'adoption au Parlement pour accélérer le délai durant lequel cette ordonnance de protection pourra être ordonnée. Combien de temps maintenant ? 6 jours. C'est un délai de 6 jours qui est indiqué dans la proposition de loi. D'accord. Mais je voudrais aussi quand même dire, Madame Artichoux, que quand une personne subit des violences, que le procureur de la République en est immédiatement avisé par les forces de l'ordre, il peut y avoir une comparution immédiate de cette personne et vous avez là une réponse pénale en 48 heures. Donc évidemment, tout dépend des situations qui sont soumises à la justice. Grave, mais on ne sait pas au moment où la femme vient au commissariat, c'est ça la réalité. Mais c'est ça, on ne sait pas si ça va se produire peut-être dès le lendemain. C'est la raison pour laquelle l'ordonnance de protection est un outil qui doit être développé. Je me bats pour ça. Oui, ordonnance de protection, c'est la possibilité de prendre une mesure d'éloignement du mari violent. D'interdire le port des armes au mari violent, c'est la possibilité d'attribuer, ce sera prévu dans la loi, le logement à la victime. C'est plusieurs choses. Une ordonnance de protection, c'est un cadre que le juge remplit en fonction de la situation de la personne. Alors, quels sont les moyens que vous mettez pour qu'il y ait cette connexion directe entre le commissariat et le juge? Vous dites 6 jours. D'abord, pourquoi 6 jours? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? Parce qu'il faut le temps. C'est incompressible. Je viens de vous répondre. Dans certaines situations, vous pouvez avoir une réponse en 48 heures. Mais ce n'est pas l'ordonnance de protection. Là, c'est une réponse pénale qui peut conduire jusqu'à la détention, contrôle judiciaire. Bon. Sur l'ordonnance de protection qui est destinée à protéger la personne, il faut absolument que nous puissions, que le juge puisse être saisi, puisse prendre connaissance du dossier, puisse organiser la réaction contradictoire et puisse prendre les décisions. C'est indispensable. Oui, puisse, Madame la Ministre, la question qui vous est posée à vous, vous êtes depuis 2 ans et demi garde des Sceaux, il reste 2 ans et demi si vous restez au gouvernement, est-ce que vous serez la ministre qui aura fait, qui aura fait changer la culture judiciaire? C'est aussi une question de culture. Depuis 6 mois, nous sommes arc-boutés là-dessus. Arc-boutés vraiment. J'ai saisi l'ensemble des procureurs de cette question-là, leur demandant de travailler ensemble, parce que je crois que j'avais déjà eu l'occasion de vous le dire, l'une des failles de nos dispositifs, c'est que les policiers et les gendarmes ne travaillent pas assez rapidement avec la justice, qu'au sein de la justice, les juges ne travaillent pas suffisamment ensemble et que nous ne travaillons pas suffisamment avec les associations. Nous mettons en place des protocoles pour que dans la plus grande rapidité, tous ces gens travaillent ensemble. Donc ça sera quand? À partir de quand? Dès que le texte va être voté là, c'est-à-dire à la fin de l'année civile, nous allons développer ces protections avec les outils juridiques dont nous allons disposer. Quel engagement en termes de calendrier?
Est-ce qu'il faudra attendre des années que effectivement Non, il ne faudra pas attendre des années. Je vous dis que dès l'année prochaine, dès 2020, nous allons avoir d'une part des dispositifs, d'autre part des outils supplémentaires. Nous n'avons pas parlé des bracelets anti-rapprochement qui vont permettre, vous le savez... Vous en avez ? Vous les avez en stock d'ailleurs. En Espagne, 1350 personnes, je crois, de mémoire. Martichoux, je ne les ai pas en stock. Nous n'avons pas le dispositif qui nous permettait de le mettre en place. Le dispositif, il est dans la loi qui est en cours d'adoption, c'est-à-dire... Ça ne peut pas s'anticiper. Mais bien sûr que si, ça s'anticipe. Mais vous savez, nous sommes également soumis à des règles de marché public. J'ai honte de dire ça ici, vis-à-vis du sujet dont nous parlons. C'est l'État, nous fonctionnons avec des règles de marché public, mais nous avons anticipé de sorte que très rapidement, ces dispositifs puissent être mis en place. Vous pensez que tout ce que vous décidez est à la hauteur du sujet? Écoutez, je pense que le gouvernement dans son ensemble est mobilisé sur ce sujet. Nous travaillons avec les associations également, et c'est très important. Et je suis certaine que nous aurons des résultats. Vous vous y engagez? Pour les femmes qui sont menacées chaque jour. Mais c'est une obsession pour moi. C'est une obsession. Nicole Belloubet, la Turquie renvoie des djihadistes étrangers. Elle a déjà mis sa menace à exécution vers les pays d'origine de ses combattants auprès de Daesh. 11 Français. 4 femmes, 7 enfants, vous confirmez? Non, je ne le confirme pas parce que nous n'avons pas d'informations officielles sur ces chiffres-là. L'ambassade de France-Turquie ne nous a pas transmis les informations officielles. Quand est-ce qu'ils arrivent sur le territoire français? Est-ce qu'ils sont là? Non, non, pas du tout. Non. Et quand est-ce qu'ils arrivent? Je ne le sais pas. Je viens de vous le dire. Vous ne savez pas? Non, je ne le sais pas, Madame Martichoux. Vous informez? Mais je ne le sais pas parce que actuellement, nous n'avons pas d'informations précises sur l'identité de ces personnes, sur le moment auquel elles arriveraient en France. Donc on est totalement livré, finalement, à la décision d'Ankara à un moment de dire... Permettez-moi, Madame Martichoux, de vous dire que ces personnes arrivent dans les heures qui viennent, ou dans les 8 jours, ou dans le mois, ou n'arrivent jamais. Nous sommes prêts à les prendre en charge. Oui, mais c'est impressionnant de comprendre que la menace a été mise en exécution. Et en fait, l'État français n'est pas Madame Martichoux, ces personnes étaient sur le territoire syrien, sont peut-être encore sur le territoire syrien. Elles transiteront peut-être par la Turquie. C'est ces éléments-là dont nous n'avons pas aujourd'hui la certitude. Quand elles passeront la frontière, vous serez informés. Nous le saurons, évidemment. Nous le saurons puisque, vous le savez, nous avons un protocole avec la Turquie qui fait que nous sommes alertés dès lors que ces personnes vont être renvoyées en France. Et ce qui est le plus important, et que je vous dis ici, c'est que nous sommes en capacité immédiatement, dans la plus grande sécurité pour nos concitoyens, de prendre en charge ces personnes. Si ce sont des enfants, de la même manière. Et ce sont peut-être vraisemblablement les enfants qui seront avec leur mère. Voilà. C'est possible. Alors ces enfants, ils sont judiciarisés, quel que soit leur âge? Tout dépend de leur âge et tout dépend de la situation dans laquelle ils sont. Certains sont nés là-bas, certains sont partis de France. Tout dépend de leur âge en réalité. Ces enfants... On n'a aucune indication non plus là-dessus. Mais par définition, puisque je n'ai pas la certitude, il y a des noms qui ont circulé, qui ont été cités dans les journaux. Notamment la femme mais bien sûr, mais nous n'avons pas la certitude que nous parlions bien de ces personnes-là. Nous le saurons dès que la Turquie nous en aura avisé. Alors les enfants. Les enfants, dès qu'ils arrivent en France, suivant leur âge, s'ils ont 16 ans ou s'ils ont 2 ans, la situation n'est pas exactement la même. Suivant leur âge, ils sont immédiatement pris en charge. Très vraisemblablement, les mères sont judiciarisées et donc sont présentées à un juge, placés en détention. Il y a donc une phase de séparation avec les enfants qui se produit au moment où ils arrivent en France. Les enfants sont également pris en charge par un juge des enfants, mais qui les place dans des lieux, qu'il s'agisse de familles d'accueil, qu'il s'agisse de foyers vraisemblablement. Est-ce que ça peut être leur famille? Non. Ça ne peut pas être les grands-parents des enfants. Ça ne peut pas être immédiatement les grands-parents des enfants parce que nous avons besoin d'un SAS pour mesurer l'état physique, l'état psychologique de ces enfants. Donc il y a vraiment des examens médicaux importants qui sont faits au moment même où ils arrivent en France. Puis ils sont placés par le juge des enfants. Puis après... À l'aide sociale, par l'aide sociale à l'enfance. Ils sont placés par le juge des enfants à l'aide sociale à l'enfance, absolument. Et Est-ce qu'ils sont séparés? S'il y a des frères et sœurs? S'il y a des fratries, on fait attention. On fait attention à ce que, suivant leur âge, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de séparation
entre ces frères. Ils sont séparés de leur mère. Ils sont séparés de leur mère. Éventuellement, ils sont placés par l'aide à l'enfance ensemble s'ils sont dans des familles d'accueil. Ils font là l'objet, je vous le dis, d'une prise en charge médicale, d'un suivi, évidemment. Et puis, ils sont ensuite suivis tout au long de leur adolescence, de leur jeunesse, de leur adolescence. Ils sont suivis tout au long de leur par le juge. Et ils sont donc, si ce sont des adolescents, par exemple. Alors après, tout dépend. En réalité, la plupart du temps, ce sont des enfants très jeunes qui reviennent. Ils sont nés là-bas. Généralement moins de 5 ans. Si ce sont des adolescents, tout dépend des faits qu'ils ont commis en partant sur les territoires de combat. Si ce sont des femmes, elles seront dans des prisons différentes ou elles seront dans les mêmes établissements? Parce que le principe, c'est de les disperser. Voilà, nous avons fait le choix en France d'une dispersion. Vous savez, je vous le redis, il y a 78 établissements sur l'ensemble de nos établissements pénitentiaires qui sont en capacité de prendre en charge des personnes qui sont parties combattre. Ensuite, nous les prenons en charge dans les établissements pénitentiaires selon des traitements différenciés en raison de la nature des faits qu'ils ont commis. Est-ce que, Nicole Belloubet, s'il n'y a pas de preuves que vous arrivez à recueillir de leur implication réelle aux côtés des djihadistes, aux côtés de Daesh, est-ce qu'ils peuvent être relâchés? Actuellement, il ou elle. Actuellement, toutes ces personnes sont d'ores et déjà judiciarisées, c'est-à-dire que toutes les personnes françaises qui sont en Syrie, que nous suivons par les services de renseignement, nous avons suffisamment d'éléments pour que s'ils rentrent en France, ils soient immédiatement pris en charge par un juge. Et donc, oui, mais il va y avoir une enquête, parce qu'après, mais nous avons déjà des éléments. Nous avons d'ores et déjà des éléments suffisamment précis pour que, en aucun cas, on ne puisse envisager qu'ils soient absolument relâchés. Qu'ils soient relâchés au moment où ils arrivent en France. Après, il y aura un jugement et une adaptation, évidemment, de la peine. Est-ce que vous êtes inquiète de la radicalisation en prison, Nicole Belloubet? Non, je ne suis pas plus inquiète que je l'ai. Ça vous préoccupe? Mais ça ne veut pas. Les deux mots sont différents. Je ne suis pas inquiète au sens où nous avons, là encore, un dispositif de suivi et de maîtrise des personnes soit terroristes islamistes, soit des personnes qui se sont radicalisées. C'est un dispositif qui est précis, qui est mis en place maintenant depuis plus de 2 ans, qui fonctionne, avec l'appui des services de renseignement, donc nous contrôlons ce qui se passe. Je n'ai pas dit qu'un accident était impossible. Je dis que je ne suis pas particulièrement inquiète, je suis vigilante et vraiment arc-boutée sur ce sujet-là. Combien de djihadistes qui ont purgé leur peine ont été libérés, français, ont été libérés depuis le début de l'année? Alors, je crois que c'est une trentaine depuis le début de l'année, mais je crois que c'est une trentaine depuis le début de l'année. Il faut bien voir que les personnes qui sont libérées depuis quelque temps sont des personnes qui ont subi une condamnation il y a plusieurs années, au moment où la sensibilité et la juridicisation de ces faits n'était pas aussi forte qu'elle l'est aujourd'hui. Donc ces personnes, lorsqu'elles sont libérées, là encore, font l'objet d'un suivi. Et d'un suivi par les services ou d'un suivi par des contrôles et des convocations obligatoires? Par les services de renseignement. Tout dépend de leur situation judiciaire. C'est-à-dire quand vous sortez de prison, soit vous êtes sous contrôle judiciaire, dans ce cas-là, vous devez à intervalles réguliers vous présenter, etc. Soit vous êtes sous bracelet dans certains cas, soit vous êtes sous aucun statut de ce type-là, mais les services de renseignement territoriaux vous suivent. Et là, nous faisons des points très réguliers entre services de renseignement, administration préfectorale, pénitentiaire, pour savoir où sont ces personnes. Une trentaine cette année, beaucoup plus l'année prochaine seront relâchés. Beaucoup plus, pas beaucoup plus. Nous sommes à peu près dans ce même ordre, dans ce même étiage. Nous sommes à peu près dans ce même étiage. Nicole Belloubet, multiplication de foyers sociaux en France en ce moment. La rentrée est difficile, l'automne s'annonce chaud. Face à ces colères qui risque de se rejoindre. C'est une hypothèse que vous regardez, j'imagine, avec beaucoup d'attention. Est-ce que le gouvernement doit jouer la prudence ? Je ne sais pas si le mot prudence est le mot qui est de mise, puisque nous avons toujours dit aux Français que nous voulions réformer plusieurs pans de notre société. Nous le faisons. C'était la loi bioéthique avec la PMA, c'était la SNCF, etc. Nous le faisons. Mais
je pense qu'il faut travailler en accordant beaucoup d'attention aux personnes, à nos concitoyens qui, eux, subissent ces réformes pour certains d'entre eux et qui, pour d'autres, vraiment en sont les acteurs. Donc, aux uns comme aux autres, il faut accorder la plus grande attention. Et c'est ce que nous faisons, je crois, chacun. Est-ce que pour désamorcer, pour finir, il faut savoir lâcher ? Lâcher du lest. Ce n'est pas le mot que j'utiliserais, mais je pense qu'il y a une progressivité dans la mise en œuvre des réformes. La clause du grand-père, vous êtes pour la réforme des retraites ? Je ne pense pas qu'il faille lâcher du lest, parce que ça, c'est une forme de démission. Je ne pense pas qu'il faille lâcher du lest, je pense qu'il faut être attentif à ce que demandent nos concitoyens et qu'il faut savoir installer cette progressivité. C'est ce que Jean-Paul Delevoye, pour les retraites, parle de chemin de convergence, parle quand il évoque les chemins de convergence. C'est l'état d'esprit que vous souhaitez ? Mais c'est l'état d'esprit dans lequel nous sommes tous, c'est l'état d'esprit dans lequel se trouve le Premier ministre et le Président de la République. Merci Nicole Belloubet.